Bonjour, mesdames, messieurs, chers étudiants. Je voudrais aujourd'hui vous présenter le séminaire sur l'ingénierie juridique des projets. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre de la formation donc, en management et développement des projets en Afrique. Ce séminaire a pour objectif principal de vous permettre de comprendre et d'intégrer les principes et les méthodes de la gestion juridique en mode projet. Il s'agit de savoir intégrer en amont des projets les implications juridiques des décisions managériales que vous serez amenés à prendre. Il s'agit également de pouvoir communiquer avec une équipe de juristes et éventuellement de jouer un rôle de leader juridique vis-à-vis des différentes parties prenantes d'un projet. Cet exposé magistral est soutenu par un document, un support pédagogique qui vous sera remis et donc qui vous permettra de compléter les points que je développerai ici et surtout d'approfondir certaines questions par rapport aux références qui vous sont données. L'évaluation de ce séminaire se fera par le traitement de 2 cas pratiques qui vous seront remis par le responsable de la formation. Ce séminaire s'articule en 6 chapitres. Le premier porte sur la place de l'ingénieur juridique dans le cycle des projets. Le deuxième sur les domaines couverts par l'ingénierie juridique des projets et les types de services qu'on peut attendre de l'ingénierie juridique. Le troisième chapitre expose les questions méthodologiques de l'ingénierie juridique. Le quatrième chapitre présente la formulation et la rédaction juridique du projet. Le cinquième chapitre vous présentera la problématique du risque juridique dans les projets. Et enfin, le sixième et dernier chapitre vous initiera à la question du règlement des litiges relatifs au projet de développement. Voilà, mesdames, messieurs, les 6 principales articulations de ce séminaire. Avant toute chose, je voudrais vous dire en introduction que pour chaque projet, il y a toujours des questions juridiques qui mériteront votre attention. Et chaque question juridique mal traitée peut aboutir, certes pas nécessairement, mais peut aboutir à un litige. Et chaque litige est toujours un danger pour le projet. Parce que si ce litige venait à s'aggraver et devrait aboutir à un contentieux, celui-ci est susceptible de coûter de l'argent au projet, voire de nuire à l'image du projet. C'est pour toutes ces raisons que le promoteur des projets ou l'ingénieur, le manager du projet doit être attentif aux questions juridiques et y accorder une pleine attention afin d'éviter la survenance des risques juridiques, afin d'éviter les litiges, soit à l'intérieur de l'équipe projet, soit avec les partenaires, soit vis-à-vis des populations
bénéficiaires ou riverains. C'est donc une préoccupation fondamentale pour tout animateur ou tout manager d'un projet. Certes, beaucoup d'entre vous ne sont pas des juristes. Vous n'êtes pas spécialisés dans tel ou tel domaine juridique. Ce qui sera donc dit ici ne vise pas à vous transformer en juriste ou de devenir des spécialistes des questions techniques liées à telle ou telle branche du droit, mais de vous donner une somme d'informations nécessaires, stratégiques et pertinentes, permettant de vous prémunir contre les risques juridiques et les entraves juridiques. Les responsables des projets, les chefs de projet, dans bien des cas, sont souvent désarçonnés face aux problèmes et aux risques juridiques. Or, la majeure partie des problèmes rencontrés sur un projet, notamment à l'international, trouvent leur cause dans la rédaction du contrat. On oublie souvent que le contrat est la première arme préventive contre les risques juridiques. Donc la plupart des difficultés peuvent être évitées grâce à une formulation et à une rédaction contractuelle adéquate et adaptée. La connaissance de l'ingénierie juridique des projets permet aux chefs de projet de dialoguer efficacement avec les services juridiques, notamment les cabinets juridiques, les cabinets d'avocats, et d'anticiper les risques juridiques qui peuvent arriver dès le démarrage d'un projet. Dans la gestion de projet, la fonction juridique, celle dont on portait uniquement sur la défense des intérêts de la structure qui porte le projet ou dans la validation d'un certain nombre d'actes juridiques ou de contrats. Ce travail qui se fait souvent lorsque survient un litige, lorsque survient une difficulté, est souvent un travail difficile parce qu'il est déjà grévé des tensions, des dysfonctionnements et des conflits qui alourdissent la saine implémentation d'un projet. Parce qu'on agit en aval, parce qu'on intervient parfois tard, que la question juridique à traiter devient de plus en plus complexe et coûte de plus en plus cher. Notamment, lorsqu'il y a litige, il faut payer les conseils juridiques, les avocats, etc. Beaucoup de managers de projet considèrent le juriste comme simplement un pourvoyeur de solutions juridiques. Ils pensent que le juriste devrait être à la marge du projet et il n'interviendrait que s'il y avait un litige, ce qui est totalement faux et c'est une erreur stratégique. Le juriste, notamment lorsqu'il s'agit de grands projets, le juriste doit pouvoir intervenir le plus tôt que possible. Les anglo-saxons ont développé l'approche du contract manager, ce qui fait que le juriste
intervient dans l'ensemble du cycle du projet et de façon précoce en amont. Le juriste, ou en tout cas les préoccupations juridiques, sont intégrées à la stratégie interne du projet en qualité de partie prenante. Par conséquent, la fonction juridique est désormais associée non seulement au processus de formulation du projet, mais également au processus décisionnel afin de fixer les contours juridiques du management d'un projet. Ainsi, l'ingénierie juridique repose sur l'optimisation des ressources juridiques, internes comme externes, pour assurer le suivi juridique des projets, soit sous la forme des conseils réguliers accompagnant le projet, soit plus largement par l'organisation, le contrôle et le pilotage juridique complet des projets. Le but est de structurer les projets de manière optimale, d'éliminer des facteurs de risque juridique spécifiques et de coordonner efficacement les diverses articulations juridiques du projet. On peut donc dire que, schématiquement, l'approche juridique doit être comprise comme une dimension intégrée du management des projets. On doit discuter de la nature du contrat. On doit discuter des méthodes de contractualisation, de sélection. On doit discuter d'un certain nombre de cas particuliers qui posent des problèmes juridiques dans le projet. On doit discuter, réfléchir dès le début du projet sur les procédures de passation de marché. On doit également discuter des processus de suivi, évaluation et les implications juridiques pouvant découler du suivi évaluation. Toutes ces questions ne doivent pas être placées à la fin du projet. Lorsque le projet est déjà ficelé, lorsque le contrat est déjà signé, ce n'est pas le moment où vous réfléchirez à ces questions. Ces questions doivent vous habiter dès le moment de la formulation du projet. Parce que toutes ces questions juridiques auront des incidences, non seulement dans la phase de formulation, financement, contractualisation, mais également dans la phase de l'exécution du projet et enfin dans la phase de suivi, évaluation du projet. Donc, la place du juriste dans l'environnement de la gestion de projet a beaucoup et profondément évolué ces dernières années. Son rôle, le périmètre de son action, ses interlocuteurs et parties prenantes, les attentes des clients internes, les relations avec les conseils externes, à commencer par les avocats, la planification, la temporalité, les outils à disposition, tous ces éléments ont fait passer le juriste de l'observateur, de son statut d'observateur au statut de partie prenante dans la gestion du projet. Il devient également, dans l'équipe projet, l'un des managers juridiques du projet. Vous comprenez donc, répondre à un tel défi n'est pas chose aisée, car cela fait appel à une approche et à des compétences qui ne font pas naturellement partie de la formation de bien du juriste. Quelles sont, par exemple,
les points clés de la gestion d'un projet que le juriste doit prendre en compte lors de son implication dans un projet. Voyez-vous, le choix du juriste que vous allez faire aura aussi des conséquences. Encore, il faut que ce juriste soit attentif aux préoccupations managériales, qu'il puisse comprendre le cadre logique de votre projet, la planification de votre projet, les contraintes contractuelles, financières, opérationnelles, le terrain sur lequel le projet va se déployer. Donc tout ça, c'est important. C'est pour ça que le choix du juriste à recruter dans le projet n'est pas un choix anodin. L'ingénierie juridique des projets a pour objet donc d'optimiser la structure juridique d'un projet. Elle permet ainsi de sécuriser et d'optimiser les diverses opérations, les diverses activités d'un projet. Qu'il s'agisse d'opérations contractuelles, typiquement juridiques, mais également d'activités de réalisation, de suivi et évaluation, ou toute autre forme d'opération managériale. Donc, je dirais que le juriste a bien sa place dans le projet. Il devrait avoir un regard transversal sur le projet. D'abord, il doit comprendre les aspects techniques du projet pour pouvoir traduire tout ça en langage juridique. Un point important. Le juriste doit également pouvoir comprendre et maîtriser l'analyse économique et financière du projet. Parce que de la modélisation économique et financière dépendront plusieurs clauses du contrat. Ceci ou cela générera divers types de responsabilités, y compris parfois des clauses de pénalité. Le juriste doit pouvoir comprendre et maîtriser les règles de passation des marchés concernant ce type de projet. Le juriste doit également avoir la maîtrise des normes environnementales et sociales pour tenir compte de la responsabilité sociale du projet. Le juriste doit également maîtriser la gestion du risque, l'évaluation et la gestion du risque. Voilà autant d'éléments, mesdames, messieurs, que le juriste que vous voulez recruter dans votre organisation, dans votre projet, il doit passer, lors de l'entretien, toutes ces questions. Pensez-vous qu'il réunit toutes ces qualités pour pouvoir répondre efficacement lorsque vous aurez besoin de lui? C'est très important. Il faut évaluer les conséquences juridiques du résultat recherché et trouver rapidement les réponses aux différentes questions juridiques posées dans le projet. C'est ça son travail. Or, ces questions, elles sont nombreuses et transversales sur plusieurs domaines. Ainsi, mieux vaut prévenir, atténuer ou éviter les risques juridiques plutôt que les méconnaissant ou ne les maîtrisant pas. Vous serez contraint de devoir régler de longs et difficiles conflits mettant en péril le projet. On peut donc à ce stade dire que l'utilité de l'ingénierie juridique des projets n'est plus à démontrer. Dans un monde truffé de complexité, de pièges et d'évolution juridique rapide,
l'ingénieur juridique contribuera à l'identification, à l'analyse, à la résolution des problèmes juridiques relatifs au projet. La réalisation d'un projet de développement s'inscrit dans un réseau complexe d'engagement, de principes, de contrats, pouvant avoir chacun ses propres enjeux et obéir à des contraintes spécifiques, notamment les contraintes opérationnelles particulières. Concevoir, négocier, conclure et mettre en œuvre les engagements juridiques dans le cadre d'un projet requiert, au-delà des aspects techniques et financiers, des compétences juridiques transversales adéquates. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Entre autres, d'abord, les projets de développement aujourd'hui sont truffés de risques juridiques. Vous savez, il faut éviter les retards et les litiges grâce à des procédures appropriées et à des dossiers de soumission complets. Les retards, ça peut coûter cher dans un projet. Vous devez donc faire attention. Et il faut prévenir, éviter, résoudre les litiges qui naissent soit à l'intérieur du projet en partie prenante, soit entre les parties au projet et les bénéficiaires ou les populations riveraines. Là encore, on a vu des parties se retirer, notamment des institutions comme la Banque mondiale, se retirer d'un projet parce que ces politiques opérationnelles n'ont pas été respectées. Nous le verrons à la fin, lorsque nous parlerons du règlement des litiges, que même les bénéficiaires du projet, parce que vous pensez leur apporter un bien-être, il n'en reste pas moins qu'ils peuvent vous poursuivre en justice, qu'ils peuvent bloquer la réalisation du projet. Ils peuvent pousser les institutions comme la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, de se retirer du projet parce qu'on aura constaté une violation flagrante et manifeste des politiques opérationnelles. Donc, c'est pour vous dire que pour tout manager de projet, les questions et considérations juridiques doivent être prises très au sérieux parce que bien souvent, c'est de là que viennent les problèmes. Alors, je voudrais ici vous introduire à la connaissance fondamentale de ce qu'il est possible de faire lorsqu'on est manager de projet, lorsqu'on n'est pas soi-même juriste, et que l'on veut quand même avoir un regard sur les questions juridiques, dans des situations parfois où l'on n'a pas les moyens financiers de payer les honoraires des juristes. Donc, comme je l'ai dit, 6 points vont être présents. D'abord, la place de l'ingénierie juridique dans le cycle des projets. Quelle est la place de l'ingénierie juridique dans le cycle? Pour comprendre cette place, il me semble important d'abord de vous parler du rôle stratégique de l'ingénieur juridique projet. La gestion en mode projet devient de plus en plus l'outil de gestion privilégié des entreprises et des organisations. Il est donc nécessaire pour le juriste de comprendre comment fonctionne cette gestion en mode projet. Quelles en sont les étapes essentielles avec les enjeux et leur philosophie spécifique. Par ailleurs, le manager de projet, lui, a besoin de connaître et comprendre les outils et les méthodologies juridiques pour maîtriser le pilotage juridique d'un projet et pour savoir fonctionner en mode projet avec ses partenaires juridiques.
Voilà pour les deux l'intérêt. Et donc, je dirais que pour le manager projet, il doit comprendre et intégrer la gestion juridique en mode projet. Le premier stade, c'est d'abord quels sont les enjeux du fonctionnement d'un projet. Quels sont les enjeux du fonctionnement? Premier niveau. Deuxième niveau, il faut disposer d'une organisation flexible et réactive. Troisièmement, pouvoir obtenir un engagement individuel et collectif des acteurs. Et enfin, veiller à l'efficacité dans la tenue des objectifs et des règles. Et donc, l'on voit qu'on doit être attentif à tout cela. Ce qui nous amène, pour comprendre ce rôle stratégique, à poser la question du leadership juridique au sein de l'équipe du projet. Comment jouer son rôle de leader juridique vis-à-vis de l'équipe du projet et des autres acteurs? Parce que voyez-vous, à l'étape de la formulation du projet, il y a un foisonnement d'idées. Il y a plusieurs questions qui sont mises sur la table. Nous sommes en train de définir la stratégie, les activités, les objectifs, etc., etc. Mais le projet à mettre en œuvre, lui, il va s'insérer dans un environnement juridique. Le projet va intégrer un système juridique national et international. Le territoire de réalisation du projet est un territoire qui est soumis à un ordre juridique, étatique et international. Tout projet est encadré par des paramètres juridiques, de droit public comme de droit privé. Les simples rapports avec l'administration locale méritent déjà une attention juridique. Je ne parlerai pas des divers contrôles éventuels prévus par la réglementation en vigueur. Et nous verrons les questions environnementales, les questions fiscales, les questions sociales, etc. Donc, le juriste est celui qui va comprendre l'environnement juridique du projet, le cadre juridique dans lequel va s'insérer le projet, et dès le début, commencer à partager la vision juridique du projet. Par exemple, pour la réalisation d'un projet qui a un impact dans le milieu forestier, le juriste devra nécessairement rappeler aux autres parties prenantes l'état des lieux de la législation forestière dans le pays, ses diverses évolutions, ses implications financières et fiscales éventuellement, les divers contrôles et surtout les divers agréments qui peuvent s'avérer utiles pour faire ceci ou pour faire cela. Donc voilà déjà l'environnement juridique qu'il fallait rappeler. Le projet devra nécessairement intégrer cet environnement juridique. Parce que le manager du projet n'est pas le législateur. Ce n'est pas lui qui fait la loi. Vous ne pouvez pas, avec votre projet, imaginer que le droit changera. Le droit n'est pas imaginaire. Vous devrez respecter les règles telles qu'elles existent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ensuite, faire adhérer au projet les autres experts et les autres acteurs tout en intégrant leurs contraintes. Ça, c'est une deuxième étape. D'abord, une fois qu'on a réussi à partager la vision juridique du projet, mais comme il y a d'autres experts, il faudrait que les autres experts puissent parler le même langage. Prenons l'expert financier, qui lui
est chargé de la modélisation financière. Il doit réaliser le business plan du projet. Il faut bien qu'il s'accorde avec le juriste sur un certain nombre d'éléments pour que le modèle financier soit soutenable. Il faut que le financier ait conscience des implications fiscales, environnementales et sociales du projet, pour qu'il puisse, dans ce modèle financier, prendre en compte ces éléments. Donc, le juriste va lui faire partager ce langage pour que ses calculs, sa modélisation ne soient pas erronés. Mais, puisque le financier a également ses contraintes, parce qu'il a une stratégie financière qui doit être compatible avec les exigences parfois du bailleur. Il faut là aussi que le juriste soit capable de prendre en compte les contraintes financières du projet. Donc entre le juriste et le financier, il doit y avoir un consensus sur la qualité de leur production respective. Il ne faut pas que le juriste s'imagine que c'est lui qui dicte tout. Parce qu'également, le financier a d'autres types de contraintes. Il ne faudrait pas que la traduction financière des décisions juridiques soit tellement coûteuse qu'on en vienne à abandonner le projet. Aux ambitions bien affichées du juriste, il faut que ce dernier comprenne qu'il y a également la réalité économique qu'il faut prendre en compte. Je donne un exemple. Lorsqu'on fait une étude d'évaluation d'impact environnemental, il se dégage dans le projet de gestion environnementale et sociale qui sera confectionné à la fin du processus un certain nombre d'indications, de préconisations pour respecter le droit de l'environnement, pour respecter la biodiversité, etc. Ces règles du droit de l'environnement, ces règles de la biodiversité, lorsqu'elles sont traduites en action, ont un coût. Parce que la mise en œuvre du programme, du plan de gestion environnementale et sociale aura un coût financier. Et ce coût financier devrait être pris en compte dans la modélisation. Donc, plus le juriste rajoutera d'activités, plus le coût financier est susceptible d'augmenter. Plus il prendra compte de la beauté de ces règles sur l'environnement, plus il y aura un coût. Donc, il doit également comprendre que chaque décision, chaque préconisation a un impact sur le modèle financier. D'où pour lui la nécessité d'intégrer les contraintes des divers experts. Quatrièmement, quels canaux de communication et quelles procédures juridiques maintenant? Assez important. Ce qu'on va appeler les procédures internes du projet. Pour qu'un projet fonctionne bien, il faut, notamment lorsqu'il s'agit d'un projet d'une certaine taille, d'un niveau de complexité en termes d'organisation, il faut prévoir des procédures internes au projet. Quelle organisation et quelles règles de fonctionnement instaurées dès le départ entre les acteurs du projet? Quel est, entre guillemets, le règlement intérieur du projet? Qui fait quoi, quand, pourquoi et qui rencontre à qui? Comment? Sur la base de quels critères? Comme toute société, parce que le projet est une micro-société, et comme toute société, le projet a besoin de sa constitution propre, indépendamment des contrats qui sont signés avec les diverses parties prenantes. Contrat avec le bailleur, contrat avec la banque, contrat avec l'État, contrat avec, etc. Indépendamment de ces textes-là, le projet lui-même
a besoin pour sa gestion des textes juridiques qui révisent le fonctionnement, qui attribuent des compétences à telle ou telle institution, à tel ou tel organe, à telle ou telle organisation. Donc, voilà des questions qui sont nécessaires pour pouvoir mener le leadership juridique au sein d'un projet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des préconisations qui sont faites, notamment dans le cadre du plan de gestion environnementale et sociale, etc. Il y a divers types de préconisations qui sont faites. Je dis qu'il faut faire prendre conscience aux différentes parties prenantes du projet de l'implication juridique de leurs décisions et des préconisations. Il faut donc savoir expliquer les points difficiles avec des mots simples, rendre les aspects juridiques contractuels accessibles aux managers et aux opérationnels. On doit toujours justifier l'intérêt de la solution juridique proposée. Le langage juridique est souvent abscons, complexe, difficile. Et puisqu'on s'adresse souvent à des non-juristes, l'on devrait améliorer la clarté du message, la clarté du langage juridique, pour pouvoir gagner en efficacité. Et donc, adapter le discours savant du juriste au niveau de son interlocuteur, pour pouvoir lui permettre de prendre des décisions efficaces. Au-delà de ces questions de leadership, de préconisation, etc., il y a une question qui est quasiment récurrente dans la plupart des projets. C'est la gestion des désaccords. La gestion des désaccords. Il y a plusieurs types de désaccords dans le projet. On peut avoir des désaccords sur le choix des activités et leurs implications juridiques. On peut avoir des désaccords sur le mode de financement du projet et les implications juridiques, notamment fiscales. On peut avoir des désaccords sur la gouvernance du projet. On peut enfin avoir des désaccords sur les divers types de contractualisation. Donc, les désaccords sont, je dirais, inhérents à tout projet. Il n'y a pas lieu de s'en émouvoir. La vraie question est de savoir comment on gère les désaccords. Pas d'être surpris par la survenance d'un désaccord. Cela, comme je l'ai dit, est inhérent à tout projet. Alors, je ne vais pas m'attarder sur tous les désaccords, ce qui serait très long et fastidieux. Je voudrais ici insister sur un point qui est particulier. C'est la gestion des désaccords avec le chef du projet. Dans bien des cas, les autres parties prenantes du projet se tournent souvent vers le juriste pour lui signifier les désaccords qu'il y a avec le chef du projet. Le juriste devient en quelque sorte dans le projet le juge de paix. On le sollicite pour qu'il explique au chef de projet que telle décision a telle conséquence, qu'il ne veut pas écouter. Il faudrait lui expliquer que tel engagement qu'il prend pourrait coûter de l'argent au projet, etc., etc. Comment gérer les désaccords avec le chef de projet? Je ne vais pas ici aller en détail, mais indiquer simplement quelques éléments permettant de comprendre. D'abord, il faudrait identifier le profil du chef de projet. Très important.
le chef de projet est-il ouvert à la négociation? Ouvert à la négociation et surtout, est-il ouvert à la compréhension de ce type de questions juridiques? Si tel n'est pas le cas, il faudrait peut-être commencer par le renseigner sur l'état du droit. Parfois, l'information juridique suffit pour régler le problème. Bien souvent, on pense que le chef de projet est têtu, il est imbu de son pouvoir, il ne veut rien entendre, etc. Mais dans bien des cas, la simple information juridique bien expliquée permet une réorientation des décisions et la paix revient. Deuxième élément, il faut savoir résumer en termes simples le désaccord et montrer les principales conséquences juridiques qui pourraient en découler. Au besoin et de façon pratique, il s'agit d'élaborer un tableau des points de désaccord en indiquant dans la colonne à droite les implications de ce désaccord et dans une troisième colonne à droite les solutions juridiques que vous vous proposez. Donc, le juriste élabore un tableau, il indique, première colonne, le désaccord, il résume le désaccord. Deuxième colonne, il montre les implications de ce désaccord. Troisième colonne, il indique les solutions juridiques qu'il estime pertinentes pour résoudre ces problèmes. Et ce tableau synthétique présenté au chef de projet peut également l'amener à comprendre le problème et à adopter la solution idoine. Troisièmement, je dirais, il faut savoir identifier les principes fondamentaux à mettre en œuvre pour négocier avec le chef de projet. Il faut identifier. Mais surtout, il faut pouvoir résister à ce qui paraît inacceptable. Il y a en droit des choses qui sont inacceptables. Prenons un exemple. Lorsque le chef de projet, contraint par des questions financières, parce qu'il a les yeux rivés sur le budget, et il pense qu'il peut réduire les coûts ici et là, jusqu'à sous-payer certaines personnes, ou bien, par exemple, en faire vouloir travailler les enfants dans le projet au motif que ces enfants coûteraient moins cher. Par exemple, on va dire, oui, bon, mais ce n'est qu'une activité de nettoyage, on peut demander aux enfants de le faire, parce qu'on n'aura pas grand-chose à payer. Alors il faut faire très attention, parce que le travail des enfants est encadré, sinon interdit par certaines personnes. Sous-payer les gens peut être qualifié d'esclavagisme et puni pénalement. Donc, lorsque le chef de projet s'entête sur cette ligne, il faut devoir lui rappeler fermement les principes juridiques fondamentaux auxquels l'on ne saurait se soustraire sous prétexte qu'on aurait des contraintes financières, etc. Y compris sur certaines questions environnementales, qui deviennent aujourd'hui très importantes au vu de l'actualité des changements climatiques et du développement durable. On ne peut pas tout se permettre aujourd'hui en matière d'environnement. Donc le juriste
conscient du fait que le chef de projet tombe dans l'illégalité manifeste, doit devoir lui rappeler, si besoin fermement, qu'il encourt un risque pénal et pourrait demain faire l'objet d'une condamnation pénale. Il ne faudrait pas que demain, qu'ils disent « Ah oui, mais le juriste ne m'a pas informé que telle activité devrait m'amener en prison. » Sur ces questions, il faut être ferme. Quatrièmement, travailler une technique de négociation est important. Notamment lorsqu'on a affaire à un chef de projet qui a une certaine ancienneté, une certaine expérience, qui vous dira que ce que vous lui demandez, il a fait il y a 30 ans. Donc, ce n'est pas vous, jeune expert sorti à peine de l'université, qui viendrait lui apprendre ce qu'il fait depuis 30 ans. Voilà. D'abord, premièrement, il faudra lui rappeler que le droit qui était applicable il y a 30 ans n'est peut-être plus le même, le droit a évolué, la loi a évolué. Que deuxièmement, les préoccupations environnementales et sociales n'étaient pas forcément la priorité il y a 30 ans. Que troisièmement, le droit international du travail n'est plus le même il y a 30 ans. Bref, que le cadre juridique d'il y a 30 ans n'est plus le même. Mais il faut savoir cependant marier les intérêts opérationnels qui sont obsessionnels pour le manager de projet, parce qu'il est obsédé par la conduite et la réalisation du projet. Et à ce titre, il peut considérer le discours du juriste comme une simple entrave. Dans bien de projets, certains managers considèrent que les juristes trouvent toujours les bonnes raisons pour ne pas finir le projet, pour ne pas travailler. Le juriste est là pour vous expliquer tout ce qui est mauvais. Il ne prend pas en compte la nécessité que vous avez d'atteindre les objectifs, les besoins de performance que vous impose la conduite du projet. C'est pourquoi le juriste doit pouvoir marier de façon intelligente mais efficace les intérêts juridiques avec les intérêts opérationnels du projet. Si lui-même, le juriste, a les yeux simplement rivés sur le cadre juridique et qu'il ne sait pas de lever la tête pour regarder plus loin, que le manager a besoin du résultat, que parfois, dans certains cas, sa propre carrière en tant que manager est liée à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs, et que lui rappeler incessamment des obligations juridiques qu'il considère comme marginales, selon son interprétation, constituera pour lui parfois un motif de rupture du contrat avec vous. Parce qu'il dira, mais j'ai un juriste qui me casse les pieds, je vais m'en séparer parce que c'est invivable avec lui. À chaque réunion, il vient me rappeler, l'environnement a fait ceci, à chaque réunion, le droit du travail a fait ceci, etc. J'en ai marre. J'ai moi-même assisté à des réunions. J'ai vu les chefs de projet s'emporter et parfois demander l'expulsion de la salle de réunion du juriste, qui apparaît finalement comme le premier adversaire de la réussite du projet. Parce que rappelant incessamment, et parfois de façon intempestive, la violation de telles règles, la violation de tels règlements, etc., alors qu'on est sous le stress de la date de fin de projet. Et que les bénéficiaires, parfois, viennent réclamer la fin des travaux avant telle période. Par exemple, le projet doit être terminé avant la saison de pluie. Alors, le manager a les yeux rivés sur cette contrainte. Il doit à tout prix achever le projet, par exemple, d'une digue avant l'arrivée des pluies. Le juriste est là pour lui rappeler, ah non, mais le transport des matériaux génère des poussières qui provoquent des maladies respiratoires, donc vous ne pouvez pas transporter les matériaux dans ces conditions, il faut des camions bâchés, il y a ceci, etc. Vous ne pouvez pas traverser les villages à telle heure de la journée parce qu'à cette heure-là, il y a des enfants qui traversent les rues. Bref, il y a un certain nombre de règles que vous devez respecter, alors que le gestionnaire du projet, lui, il est obsédé par l'arrivée de la saison des pluies. À la limite, il s'en fout
qu'un camion puisse passer en plein milieu du village, s'il le faut. Voilà autant de débats qui font que, au lieu que le juriste soit celui qui gère les désaccords, il devient lui-même l'objet du désaccord. On doit donc faire très attention sur ces questions. Donc, ce point étant évoqué, le rôle stratégique du juriste, regardons alors les missions de l'ingénieur juridique du projet. Quelles sont ces missions? Le juriste doit réussir, et c'est à lui d'abord de faire l'effort, à être impliqué le plus en amont possible du projet. Plus il est impliqué très tôt dans le projet, plus il a la capacité déjà de comprendre les diverses articulations du projet et surtout l'esprit du projet, et plus il serait à même d'apporter des réponses juridiques intelligentes et efficaces. Donc, dès la phase de lancement du projet, le juriste doit pouvoir comprendre l'identification des besoins qui est faite. Il doit comprendre l'identification des besoins. Premier point. Deuxième point, en plus de l'identification des besoins, parce que le projet répond à des besoins, veut résoudre un problème, il faut comprendre de quel problème il s'agit exactement. Ensuite, le juriste doit pouvoir identifier les parties prenantes internes et externes du projet. Dans un projet, il y a plusieurs parties prenantes. Ça peut être l'ONG qui est porteur d'un projet dans un village. Mais l'ONG qui est porteur d'un projet a une organisation interne. Cette ONG, parfois, a des partenaires étrangers également impliqués dans le projet. Cette ONG a des rapports avec l'administration. Cette ONG a des rapports avec les bénéficiaires. Cette ONG a des rapports avec la population riveraine du projet. Donc, il faut être à même d'identifier les diverses parties prenantes du projet et savoir qui fait quoi, qui veut quoi, qui est qui dans ce projet. Quelles sont les relations juridiques qui existent entre ces différentes parties prenantes? Troisièmement, il faut pouvoir définir le périmètre de l'intervention du projet. Quel est le périmètre de l'intervention du projet? Et surtout, savoir traduire en droit quelle est la valeur à ajouter qu'on attend de ce projet. À travers une analyse qualité-coût-délai. Quelle est la qualité de l'activité, son coût et le délai de mise en œuvre de cette activité. Ensuite, il y a la phase de décision. La phase de décision. Le juriste doit également identifier les ressources nécessaires sur lesquelles devront s'appuyer les décisions à prendre. Quelles sont les ressources qui sont nécessaires à la réalisation du projet? Et les ressources humaines, d'abord, le capital humain. On a besoin de qui, avec quelles compétences pour ce projet? Est-ce que le promoteur du projet dispose déjà de cette compétence en interne? S'il n'y a pas cette compétence en interne, comment et à quel coût on va pouvoir recruter cette compétence? Je prends un exemple. On passe le temps à faire un projet, on imagine des tas de choses, etc., etc. Le contrat
est parfois signé avec le financeur, le bailleur de fonds. Je pourrais prendre l'exemple de l'Agence française de développement. Prendre cet exemple simplement. Mais on oublie que la mise en œuvre des activités dépend de la procédure de passation de marché. On peut avoir le contrat signé, mais on n'arrive pas à faire décaisser l'argent. Parce que pour décaisser l'argent, il faut respecter la procédure de passation de marché. Et dans la procédure de passation de marché, il faut obtenir de l'Agence française de développement, dans bien des cas, des avis de non-objection. Avis de non-objection sur le choix de ceci. Avis de non-objection sur le choix d'une entreprise, etc., etc. Or, pour pouvoir comprendre le droit de la passation de marché, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il faut trouver un spécialiste de passation de marché. Parfois, il faut trouver un juriste qui maîtrise les procédures de passation de marché de l'AFD. Et ces compétences ne sont pas disponibles à volonté. Et du coup, entre le moment où le contrat est signé et le moment où on met en œuvre la première activité, il peut s'écouler des mois. Les populations commencent à s'étonner. Comment se fait-il que ces gens sont venus ici, ils ont organisé une fête pour le lancement du projet, et puis 6 mois après, rien ne s'est fait. La première réaction populaire est de dire ils ont détourné l'argent. C'est la première réaction naturelle. Puisqu'on s'est dit, mais ils sont venus ici, avec les autoritaires, on a fait la fête, on nous a dit que le projet, l'accord est signé, l'argent est disponible. Comment se fait-il que l'argent est disponible, mais le projet ne démarre pas? Parce que, naturellement, les populations ne peuvent pas comprendre toutes ces histoires de passation de marché. Et du coup, parfois les violences commencent. Parce qu'on dit, mais cette ONG, c'est des voleurs, ils nous ont trompés, on leur a donné l'argent, ils ont tout pris.